Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Faire de bonnes affaires de manière solidaire, la grande braderie de la Croix-Rouge monégasque a lieu ce week-end en Principauté. Nous en parlerons dans quelques instants avec le secrétaire général de la Croix-Rouge monégasque, Frédéric Platini. Les plus belles séquences sportives récompensées à Sportel Awards, l'événement a rassemblé de nombreuses personnalités du monde du sport, des grands noms qui ont marqué leur discipline. Nous recevrons d'ailleurs l'ancien champion du monde du 400 mètres haies et désormais consultant pour France Télévisions, Stéphane Diagana. J-1 avant de connaître le parcours du Tour de France 2024, on sait déjà que la dernière étape partira de Monaco pour un contre-la-montre final. Nous l'avons testé en compagnie du coureur cycliste monégasque Antoine Berlin. Et puis à la fin de ce journal, nous reviendrons sur le concert hommage à Rachmaninoff donné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Thomas Netopil. Avant de développer ces titres, un dernier hommage a été rendu ce matin en la cathédrale de Monaco à André Garino, disparu le 20 octobre dernier. Membre du Conseil de la Couronne, il était notamment le président du conseil d'administration du centre hospitalier Princesse Grace et président honoraire du Conseil économique, social et environnemental. C'est l'un des rendez-vous phares de la Croix-Rouge monégasque qui permet de financer ses actions. La grande braderie aura lieu ce samedi 28 octobre à l'espace Léo Ferré. L'opportunité de faire de belles affaires tout en étant solidaire des causes que soutient la société monégasque. Bonsoir Frédéric Platini. Bonsoir Émilie. Cette année, la grande braderie de la Croix-Rouge monégasque retrouve l'espace Léo Ferré et se déroulera que sur un jour. Exactement, en 2021 et 2022, on l'avait fait sur 2 jours au chapiteau et on revient avec beaucoup de plaisir à l'espace Léo Ferré. C'est un événement phare pour la Croix-Rouge, un événement fédérateur ? C'est un événement fédérateur pour nos bénévoles et aussi un événement qui nous permet de récolter des fonds qui sont essentiels à nos actions. Oui, cette braderie, grande braderie, sera ponctuée notamment par une tombola et des ateliers jeunesse. Alors les ateliers jeunesse, ça fait plusieurs années que nous les organisons. Ça permet aux familles de faire leurs courses et de nous laisser leurs enfants. Et Tombola, on a toujours tout le contexte monégasque qui nous fait des dons qui peuvent être utilisés pour la Tombola. La grande braderie ouvrira ses portes à 9h. Une longue file d'attente se forme toujours quelques minutes avant. Comment expliquer ce succès, Frédéric Platini ? C'est un événement populaire, ça veut dire qu'on a déjà 600 bénévoles à la Croix-Rouge, toutes les familles sont informées, donc je dirais que tout Monaco et les communes limitrophes savent qu'on arrive pour la grande braderie avec des articles de luxe, des articles normaux je dirais, donc tout le monde veut en profiter. Et chaque année, c'est à peu près 3000 personnes qui y participent. Est-ce qu'il y a eu un bilan sur les dons récoltés lors de la grande braderie l'an dernier ? L'année dernière, on est arrivé à récolter à peu près 80 000 € et 100 000 € en 2021. Donc on espère arriver au moins à ce niveau-là pour l'édition 2023. Et on le précise, l'ensemble des profits réalisés lors de cette journée sera reversé intégralement à la Croix-Rouge monégasque. Intégralement à la Croix-Rouge et à nos actions. Et quelles sont les actions qui vous mobilisent le plus en ce moment ? Les actions sur la partie migration, c'est très prenant pour la Croix-Rouge aujourd'hui, notamment les mineurs isolés. Beaucoup d'arrivées aussi bien en France qu'en Italie, beaucoup d'actions de la Croix-Rouge monégasque. L'Ukraine continue, bien évidemment. Et puis il y a, je dirais, toutes les catastrophes, que ce soit le Maroc, que ce soit la Libye et maintenant la crise entre Israël et la Palestine. Je pense qu'on a une activité internationale très chargée ces derniers temps. Actualité nationale également qui mobilise de nombreux bénévoles. Ils sont plus de 600 à la Croix-Rouge monégasque. C'est impressionnant pour un si petit territoire. Oui, on est pratiquement les recordman des pays et des sociétés nationales en termes d'habitants et de bénévoles mobilisés. Et il est important de leur rendre hommage. C'est la preuve aussi que Monaco est un État solidaire, Frédéric Platini. Oui, tout à fait. On le voit aussi bien au niveau des dons récoltés quand on fait des appels aux dons, qu'au niveau des bénévoles qui s'engagent à nos côtés. Et la braderie, elle est rendue possible grâce aux bénévoles du vestiaire. C'est les bénévoles du service social qui trient toute l'année les vêtements et les dons qui nous sont donnés, physiques qui nous sont donnés par nos donateurs. On rappelle donc la date de la grande braderie de la Croix-Rouge monégasque ce samedi 28 octobre à partir de 9h à l'espace Léo Ferré. Merci beaucoup Frédéric Platini d'avoir été notre invité ce soir. Merci Émilie, merci beaucoup.
Le Sportel Awards s'est clôturé lundi soir en récompensant les meilleures séquences sportives de l'année. Mais au-delà de la cérémonie, l'événement aura rassemblé de nombreuses personnalités du monde du sport qui auront pu échanger sur leur discipline. Frédéric Elion a pu s'entretenir avec plusieurs d'entre eux. Regardez. Il n'y a qu'à Sportel que les Harlem Globetrotters peuvent croiser un champion du monde de football ou qu'une double championne olympique de patinage artistique peut échanger avec un athlète ou skieur médaillé mondial. Sportel Monaco est une occasion pour les journalistes de rencontrer de grands sportifs toujours en activité ou retraités et passer de l'autre côté de l'écran en tant que consultant. À l'image de Yoann Huget, multiple champion de France de rugby avec le Stade Toulousain, qui analyse les matchs de la Coupe du Monde de rugby pour TF1. Avec la Coupe du Monde qui arrivait en France, je voulais y prendre part, mais pas sur le terrain, donc c'est difficile. Et TF1 m'a donné l'opportunité de pouvoir m'exprimer, d'aller à l'encontre des joueurs, d'avoir des petits magazines à l'intérieur, une petite chronique, donc c'était extrêmement enrichissant pour moi. Et la radio également, donc aujourd'hui je peux dire que je suis pleinement consultant. On essaie de transmettre du plaisir et de transmettre ce petit quart d'heure de rencontre avec un joueur pour le faire découvrir au maximum au grand public. Donc sincèrement c'était du plaisir et beaucoup de travail aussi. Ces échanges avec les champions permettent aussi de débriefer la saison et évoquer les perspectives pour la suite. Licencié à l'AS Monaco Athlétisme, Théo Andan a vécu une saison 2023 exceptionnelle, avec notamment un titre de champion de France du 400 mètres et une médaille d'argent sur le relais 4x400 au championnat du monde. J'ai toujours des ambitions assez élevées. Après, justement, les réaliser, c'est autre chose. Et de l'avoir fait, franchement, quand je repense à cette année, c'est vrai qu'elle est complètement folle. Il me manque un petit truc, il me manque les minima olympiques, mais j'en suis pas très loin. On essaye là d'organiser un stage en Australie, en Nouvelle-Zélande, pour pouvoir faire des compétitions au mois de mars et au mois de février et mars, afin d'essayer de décrocher ces minima. Après moi, j'ai déjà fait les minima pour les championnats d'Europe qui seront à Rome au début juin. Donc si la fédération me sélectionne, mon objectif, ça sera d'essayer de faire un podium en individuel là-bas. Je pense que j'en suis capable. L'aspect mental est primordial pour performer au plus haut niveau. Véritable icône dans les années 80, la patineuse Katharina Witt a évoqué la pression que les athlètes ont ou avaient à l'époque sur les épaules. It was a tough time too, that time was the Cold War time. There was a different kind of pressure coming from East Germany. There was this extra pressure, you have to win because you have to come home with the gold medal. Otherwise, they say, God, we pay for your training, so you have to pay back with medals. So there was a different kind of pressure. In my time, it was almost straight through titles, and the truth is the times I was only second was good because that helped me knowing, okay, you can't always win. What do you have to do better the next time so you win again? La double championne olympique a également reçu hier soir le prix de la légende Sportel Awards. D'autres récompenses ont été décernées, avec entre autres le prix du documentaire Peace and Sport, du meilleur ralenti ou de l'innovation. Merci. Et parmi les autres personnalités présentes à Sportel Awards, le champion du monde du 400 mètres haies en 1997 et aujourd'hui consultant pour France Télévisions. Bonsoir Stéphane Diagana. Bonsoir. Merci d'être notre invité ce soir sur Monaco Info. Vous êtes pour ainsi dire venu en voisin, hein ? Exactement, pas très loin, mais voilà, de l'autre côté du Var, avance exactement. Voilà. Et Monaco a une place particulière dans votre vie ? Oui, forcément, en fait, ça a été le premier grand meeting pour moi, le meeting Hercules, après les JO de 92. Donc pour vous dire que ça date, directement, il y avait eu un avion qui avait été affrété des Jeux de Barcelone pour aller à Hercules, au meeting Hercules. Ça a été une grande découverte pour moi et un très bon souvenir. Oui, c'est lors du meeting Hercules que vous avez signé l'un des meilleurs temps de votre carrière également, je crois. Oui, exactement. Ça a été aussi en retour de championnat du monde, juste après le titre mondial en 1997. J'étais venu courir juste après Hercules. J'avais perdu, j'ai fait deuxième contre un de mes adversaires des championnats du monde, mais tout près de mon meilleur temps quand même de l'année. Et voilà, j'ai rarement couru aussi vite. Cela reste aujourd'hui un meeting de très grande qualité, idéalement placé au calendrier ?
Oui, c'est vrai que c'est un très très grand meeting avec des performances toujours incroyables, particulièrement dans le demi-fond, mais pas que. C'est l'une des étapes les plus attendues par les athlètes. Et c'est vrai que quelquefois, il a bougé un petit peu dans le calendrier pour des raisons diverses et variées, mais il y a toujours eu des performances, quelle que soit la date. Il y a une atmosphère particulière et voilà, un talent d'organisation incroyable avec Jean-Pierre Chebel et toute son équipe notamment. Stéphane Diagana, la Principauté a annoncé récemment sa candidature pour être capitale du sport en 2025. Est-ce que selon vous, Monaco est une terre de sport ? Oui, je crois qu'il y a quand même des très très grands événements à Monaco. Bien sûr, j'ai parlé d'athlétisme, il y a la Formule 1, il y a le tennis. Voilà, il y a peu d'endroits qui, sur un territoire aussi resserré, accueillent des événements aussi prestigieux que ceux que je viens de citer. Et il y en a bien d'autres, bien sûr. Donc oui, on peut dire que c'est une terre de sport. Un mot sur les derniers résultats de l'équipe de France d'athlétisme au championnat du monde de Budapest. Il vous avait amené à soulever un problème profond. C'est le manque de la place du sport dans notre société, et ce, dès le plus jeune âge. Exactement, je crois que ça pose la question de la place du corps dans l'enseignement. On apprend essentiellement la vie assise sur une chaise, et je crois qu'il y a pas mal de choses qui s'apprennent différemment, que ce soit par le théâtre, par la danse, par la musique, par le chant, et bien sûr par le sport. Donc c'est vraiment la place du corps, et forcément la place du corps elle est tellement importante dans le sport. Je crois il y a certaines sociétés qui ont compris toutes les vertus éducatives, toutes les contributions éducatives du sport sur le plan de la santé déjà. C'est un enjeu de santé publique aujourd'hui plus que jamais, mais aussi sur le plan de la citoyenneté, de la capacité à aller chercher des ressources au fond de soi, à respecter des règles, à s'inscrire dans un cadre. Je crois que ce sont des valeurs dont on a énormément besoin aujourd'hui, et que faciliter la pratique sportive est un enjeu majeur pour toutes ces raisons-là. Et ce sont ces valeurs qui serviront peut-être à former de futurs champions ? Oui, bien sûr, de futurs champions, des citoyens avant tout. Voilà, mais bien sûr, de futurs champions, ça part de là. Mais il faut qu'il y ait cette reconnaissance, et c'est un problème culturel. Tous les pays qui reconnaissent les vertus de la pratique sportive, bien encadrées, avec des gens qui sont bien formés pour accompagner les jeunes dans cette pratique, ces pays sont en avance sur les résultats sportifs de manière évidente, puisqu'on y fait une place à l'école, dans les murs de l'école, et puis surtout hors des murs de l'école, c'est-à-dire que les rythmes scolaires permettent de pratiquer aussi hors de l'école, dans des pays où on quitte les cours à 14h ou à 15h, ce qui est loin d'être le cas en France, avec bien souvent en plus des devoirs en quantité qui rendent la pratique presque impossible. Stéphane Diagana, vous êtes donc l'une des nombreuses personnalités invitées au Sportel. Quel genre de consommateur de sport à la télévision êtes-vous ? Alors je pratique plus que je ne regarde pour être juste, mais j'aime beaucoup regarder. Bon, voilà, il y a quelques sports que je pratique et forcément que je regarde, donc je pratique moins mais que j'aime beaucoup. Je regarde pas mal le tennis, je regarde le cyclisme, en particulier le Tour de France, parce que voilà, je fais beaucoup de vélo, mais aussi le football, le rugby forcément, quand il y a des matchs de la qualité comme on a pu voir notamment lors des quarts de finale, même si la France a perdu, ça reste du sport vraiment avec des émotions à un très haut niveau, et voilà, j'aime ça. Je suis bien sûr supporter de l'équipe de France, mais je suis capable même dans la défaite de reconnaître la victoire des autres, et puis surtout la qualité du jeu qui a été proposé, et voilà, je suis un amoureux du sport pour ça aussi. Et s'il y avait une séquence sportive, une image à garder en tête cette année, laquelle serait-elle ? Pour moi, le grand moment d'émotion, ça a été le dénouement du concours de saut à la perche. Forcément, j'étais commentateur à Budapest du concours de saut à la perche femmes, entre Nina Kennedy, l'Australienne, et Katie Moon, l'Américaine, où finalement elles ont choisi d'un commun accord, mais on ne savait pas du tout comment ça allait se passer, c'était très indécis, de ne pas disputer de barrage pour se départager pour la première place. Donc il y a eu 2 médailles d'or de distribuer, mais beaucoup d'émotions dans ce moment-là. Eh bien, merci beaucoup Stéphane Diagana d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Merci à vous, merci de votre invitation. J-1 avant la présentation officielle du parcours du Tour de France 2024. On sait déjà que le départ de la 111e édition sera donné depuis Florence en Italie. Et pour la première fois depuis 1989, la grande boucle se refermera sur un chrono, un contre-la-montre individuel de 35 km entre Monaco et Nice qui aura lieu le 21 juillet prochain. Christophe Pacaud a décidé de monter sur le vélo pour tester cette dernière étape aux côtés de 2 coureurs cyclistes, dont le monégasque Antoine Berlin. Un moyen de vivre et découvrir ce que le peloton affrontera le jour J. Bonjour à tous. Vous avez vu, j'ai mis les lunettes, j'ai mis le vélo, il y a les coureurs. Là, c'est notre histoire. On va parler de l'arrivée du Tour de France 2024.
Monaco jusqu'à Nice, 35 km. C'est un beau cadeau pour la principauté. Oui, c'est historique parce que d'habitude le Tour de France arrive à Paris. Exceptionnellement, cette année, ce ne sera pas possible. Donc, quoi de mieux qu'une arrivée Monaco-Nice. Vous savez quoi, on va se retrouver sur la ligne de départ. Oui, ligne de départ de cette étape qui va tous nous animer au mois de juillet ici à Monaco, à l'occasion de la toute dernière, l'ultime étape. Ce sera un contre-la-montre de 35 km entre Monaco et Nice. Allez, c'est parti. On est parti. Et c'est encore loin, Nice? Bah, c'est pas si loin, mais on va faire des petits détours. Tu vas voir que ça va être sympa. Ok, allez, on y va. À fond. C'est la première grande montée. C'est la première grande, allez. je sais pas, mais c'est la première montée en tout cas, ça c'est sûr. Oh, aïe, 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 aïe. Mont des Mules, les gars, hein. Hop, 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 hop. Ici, donc en fait, on est dans le Mont des Mules. C'est 3 km à 6% environ. Et ce qui est sûr, c'est que les meilleurs, ils vont le monter sur le gros plateau. Ils vont rouler à combien là? Oh, dans la montée, ils vont rouler à 30 km/h. 30 km/h, ouais. Ouais, facilement, ouais. Ouais, parce que c'est quand même des coureurs de très haut niveau. Ils connaissent le parcours. Les coureurs du classement général, ils vont se jouer la victoire. Donc ils vont être déchaînés. Waouh, c'est violent là. Hein. Donc là, c'est 1,5 km de montée à 10%. Mais les passages les plus raides, on va atteindre les 17-18%. Bon, on fait une pause au col d'Aise, hein, les gars. Allez. Ouais, maintenant c'est que de la descente jusqu'à Nice. Le gros du sujet a été fait, le plus dur aussi. Donc maintenant c'est une dizaine de kilomètres de descente. Et puis on va aller plonger sur Nice pour arriver vers le finish. Allez. Oh. Bien anticiper le freinage. C'était génial, hein. L'arrivée par la mer, là. Wouh. Ah, t'es content. Et là, ils vont arriver Plasma, c'est là. On va s'arrêter là, nous, hein. Oh. Génial, hein. Oh, quel parcours. Regarde, 35 km, parfait. 35 km. On l'a vu, hein. Tout Monaco au départ, après montée Beau Soleil, col d'Aise et tout, jusqu'ici, beau, quoi. hein. Ah, c'est magnifique, hein. Magnifique. Et t'es en pause un peu en ce moment? C'est ça, c'est l'intersaison. Encore 3 semaines de repos et puis il sera temps de préparer 2024. Tu fais le Tour de France? On croise les doigts. Ce Oh, sera attends. pas sûr, mais pourquoi pas? Avec Victor de Monégasque, Ce ça serait serait le bien. rêve. Ce serait le rêve. Vraiment, c'était un plaisir d'être avec toi. Je sais pas ce que j'ai envie de te dire, mais j'aurais presque pu te battre. Oui, tu as marqué en montée? Ouais, je pense que tu aurais pu gagner. Oui. Le seul truc, c'est que j'avais un vélo électrique. Ouais, pas très réglementaire tout ça. Et nous retrouverons Christophe Pacaud demain à Paris pour la présentation officielle du parcours du Tour de France 2024. Le 24 octobre correspond à la journée des Nations Unies. Cette date marque l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies en 1945 qui officialisait donc la création de l'ONU. À ce jour, l'organisation compte 193 États membres, dont la Principauté. Et cette année, Monaco célèbre les 30 ans de son admission aux Nations Unies. À cette occasion, Monaco Info diffuse ce soir un documentaire réalisé par notre correspondante Alexandra Pagny. Elle est en duplex avec nous depuis New York. Bonsoir Alexandra. Présentez-nous Monaco-ONU, 30 ans au cœur du concert des nations. Bonsoir Émilie. Oui, ça fait bizarre de se retrouver de ce côté, la place de l'interviewé. Ce documentaire, c'était quelque chose qui me tenait particulièrement à cœur. 30 ans d'admission aux Nations Unies. C'était un anniversaire qu'il fallait célébrer, on peut dire. L'objectif, c'est avant tout de montrer sous la forme de témoignages l'importance, les enjeux, le contexte de cette admission au cœur du concert des nations, d'où le titre. On y retrouve bien entendu les personnalités qui ont œuvré dès le 28 mai 1993 et même avant cela, mais également ceux qui ont participé à la politique internationale de la Principauté durant 30 ans. On retrouvera donc dans le documentaire le prince souverain, la princesse Stéphanie, qui est ambassadrice ONU-SIDA, mais également les ambassadeurs auprès des Nations Unies à New York, ceux auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, et également vous retrouverez des visages onusiens pour avoir quand même une vision extérieure à la principauté de notre présence ici au sein des Nations Unies. Et comment avez-vous travaillé sur ce documentaire, Alexandra ?
Oui, vous connaissez mon amour pour les archives et j'ai été servie. J'ai passé plusieurs mois à me plonger dans les archives ici aux Nations Unies qui m'ont gentiment ouvert leurs portes, mais également à la mission permanente de Monaco à New York et aux archives du Palais Princier. J'ai pu donc regrouper plusieurs vieilles photos, des anciens documents, mais aussi des centaines d'heures de réunions de VHS, de DVD, et oui, des supports qu'on n'a plus l'habitude de voir, pour pouvoir vous résumer tout ça en 28 minutes. L'important, je le rappelle, c'était de rendre tout cela accessible au large public. Et j'espère que ça réussit. Merci Alexandra. Monaco ONU, 30 ans au cœur du concert des nations est donc à découvrir ce soir sur Monaco Info. Musique à présent avec l'hommage à Rachmaninov qui se poursuit à l'auditorium René III. L'orchestre philharmonique de Monte-Carlo accueillit dimanche le pianiste virtuose Francesco Piemontesi. José Sacré revient sur cette soirée d'exception, un reportage réalisé avec Alban Gingembre et Louis Borgia. Rachmaninov, encore et toujours, 150e anniversaire de sa naissance oblige. Ce fut un bonheur, dimanche 22 octobre, d'écouter l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Thomas Netopil, jouer la Rhapsodie sur un thème de Paganini, opus 43 de Rachmaninov, avec en soliste le pianiste italo-suisse Francesco Piemontesi. Je connais très bien le piano sur lequel Rachmaninov a composé cette Rhapsodie. Donc j'ai eu la chance aussi de travailler la Rhapsodie sur le même piano. Ce qui est toujours fascinant parce qu'il n'y a pas que l'oreille intérieure, il y a aussi le matériel vraiment du son. Qu'est-ce qu'un compositeur avait à disposition du point de vue du son? Et donc j'ai cette chance, j'ai eu cette chance et j'aurai cette chance dans le futur d'avoir du temps dans cette magnifique villa au bord du lac de Lucerne sur son magnifique piano. Comme l'a écrit Pierre Cadar, il y a dans cette œuvre une invention continuelle qui joue très habilement sur des climats changeants, tour à tour graves et virtuoses. Vous aimez la virtuosité? J'aime la virtuosité quand elle est au service de la musique. J'aime pas la virtuosité quand elle est pour elle-même, gratuite. Ça marche pas du tout. Par contre, s'il y a une œuvre où on peut vraiment s'exprimer au point de vue technique, humain, musical, on peut vraiment faire ressortir tous les caractères, les émotions et comme ça, j'aime beaucoup. Et prochain rendez-vous de l'OPMC ce dimanche avec une artiste qui s'est déjà produite en principauté, la pianiste Hélène Grimaud. Place à présent à vos prévisions météo. Bonsoir Julia Vial, après un mardi sous la pluie, que nous réserve la météo de demain Julia? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Alors une journée complètement différente de celle que vous venez de passer vous attend demain. Le soleil fera son grand retour en principauté. D'ailleurs profitez-en car cela ne devrait pas durer. Du côté des températures, il fera 15 degrés au plus froid de la journée et 22 degrés pour les maximales. Nous perdrons encore quelques minutes de soleil avec un coucher prévu à 18h33. Demain sera la Saint-Crépin. Bonne fête à eux. Merci Julia et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On referme ce journal sur les couleurs automnales qui ont investi les étals de nos marchés. Nous y reviendrons d'ailleurs prochainement dans notre JT. En attendant, l'information continue sur nos réseaux sociaux, notre application et notre site internet. Passez une excellente soirée et à demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info.